no listen to no fake news, them can't. Could do all it out and them never fear news. Notice say I just be a bad bitch I get forward from with you. But the one you have feel good girl them crazy. She never did a features R-rated. Never did a features half naked. Me never did a piggy R-rated things half way, that's why me give R-ratings. She never did a features half naked. Never did a features R-rated. Me never did a piggy R-rated things half way, that's why me give R-ratings. I know every girl I like material. I know every girl forget the juice in my seed bag. I know every girl me trust to cook my food, nor boil my tea, not even put the milk in the cereal. Me like a catty when me dival. When we wash for cook for clean and no fuss. When she hear me get a new girl, I know that me mean when me say me fight me demons. Multiple wife legally, no illegal. Yeah, straight, me go crazy. I know every catty can be my first lady. I know every press plus body done pay fi plus Tatiana no fit in a no Mercedes. When me say oh luxury dolly fi nurse baby, a trouble when luxury dolly turn old lady. So big up every girl when don't lazy. Your body big, but I your mommy donate it. R-rated. Never did a fi dress half naked. Me never did a fi give R-rated things halfway, that's why me give R-ratings. She never did a fi dress half naked. Never did a fi dress R-rated. Me never did a fi give R-rated things halfway, that's why me give R-ratings. She now wait pan money for reach her and donation. She make reach her man donation. 101, but he waste gal a pill her fi leave her man, but she stay strong. She know say them are no friends, them are haters. Them sleep with every man in a the acre. Can't get nobody fi stay long and want the advice for relation. Baby no listen to no fake news. Them can't keep a man cause them never stay true. Could do all it out and them never pay dues. Never shut them out and them wicked and cruel, eh? Bag a man a rush but them just a get yours. Everything them have them did a fear blows. Instagram live them nude for the views. Baby that I know you though. Sure, R-rated. Never did a pictures half naked. Me never did a piggy R-rated things halfway, that's why me give R-ratings. She never did a pictures half naked. Never did a pictures R-rated. Me never did a piggy R-rated things halfway, that's why me give R-ratings. One wish. UPK 01 West. Babylon is falling to rise no more again. Babylon is falling. Freedom is here, my friend, not just part of the nation. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. Now put your trust in our riches and wealth, guns are ammunition. Not just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. I just part of the nation. Daniel get a vision, him see the black Christ, it wasn't a white depiction. No allegiance to Rome nor its regions, come out them religion if you want be a free man. Cause the deacons them full of demons, same situation with Rasta with Islam. Only beacon of hope for your lean on is UPK and the General Yana. Every fowl of the ear, every beast of the field, every creeping thing we creep on land, every mouth of the clear, loud and clear. Yeah, our shy Mashiach is a black man who have fear, let him hear. Time to prepare, spiritually separate from Babylon. We no weak, we no fear, wheat we no tear. Bun Saddam, my bun Batty man are just part of the nation. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. No put your trust in our riches and wealth, guns are ammunition. I just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. Just part of the nation, send evils and curses on the whole city and the beasts and all churches. America fall, them deserve it. Rome get defeat, history repeat, I know the first thing. Hey, 400 years they work with, then desert with, then turn round and call we worthless. But now the COVID lurking, them hurting, and they need doctors and nurses. Hey, one day to building up a turn after the long journey. No care much money you a earn if you still want Babylon burn.
one day table enough it turn. After the long journey, no care much money you are earning. I just start the mission. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. No put your trust in our riches and wealth, guns are ammunition. I just the last statutes and commandments. We make the decision to keep them with precision. I just part of the mission. Okay, I walk up out the door. Fuck everybody, cause if you ain't UPK, I ain't worried about you. I got a lot on my mind and only class can save me. So you know me, I'm first class, feeling educated. Okay, I go about my mission. Then the shouted in the world's walk to me with intention. She said she know about the school, I like my music, she listen. She said she trying to come in, but her sis keep her distant. I told her Charlotte the water, Shalom, I see her. Trying to see if she on game, if that tongue looking decent. She said Shalom, yeah, how was your ma? Allah Bahashim Yahweh Shah. This shit got real on me. She's caught between the fire. It's really in her mind. It's easy to be evil. Secrets inside of me. Don't let her see me wasted. Don't let her see me down. Don't let her see me fake it. Truly I wanna do right. I caught this you for real. I should've known you was trying. And to lock it off the real. I was caught in my mind. And if you know it, then come in. You gotta add it and all. Don't be afraid to change your ways. Be afraid of your dime. I mean, you see how to attend. What sense keep it by? She said drinking, smoking. That's something she do all the time. Homegirls ain't really shit, but they the nearest ones by. One got too many niggas, and the other bitch by. I said, damn. Try separating. Get educated. She said I said try harder with an exclamation. You gotta fight temptation and have some patience. She said it's boring, I like clubbing and getting hella wasted. That's them demons that start up all of them legions in you. Once you throw, that gay bitch gon' try to eat your pudding. Once you throw, that whole bitch gon' try to bring some niggas. And you'll fall every time, or am I assuming? I say I'm with you shouting, or you with yourself. I can help you, baby, but can you help yourself? You say you know a little something, but do you believe or what? You know what sins all around, put that wisdom first. She said the water, I oughta be following you the realest. With my Bible and head wrap, modest the pig. I say no sweat, take my number down. And don't call me, I see you around. She's caught between the fire. It's really in her mind. It's easy to be evil. Secrets inside of me. Don't let her see me wasted. Don't let her see me down. Don't let her see me fake it. Truly I wanna do right. Shalom Israel with the ISUPK. Started off in 1 West 125th Street. We teach black and Hispanic and Native Indians the Bible, that they are the lost 12 tribes of Israel. So nah, I shall go get the dough. I look up, see sis dressed head to toe. Yeah, I smile and the rest was a rap. You gotta get inside the school to know what happened after that. Shalom. Hey, shalom. Yahweh Hashem Shabbat à tous nos frères, Yahweh Shema Atam, Bashim Yahweh à toutes nos sœurs. Ici l'officier de 500 Barak Yala avec le ISPK, vous comprenez. Et on va commencer une nouvelle classe. On va commencer une classe d'histoire tous les lundis autour de 5h, 5h30. Vous comprenez. Et on va vous expliquer l'histoire qui nous est cachée. Comme je disais, qui nous est cachée non seulement dans le ISPK, qui est the Israelite School of Universal and Practical Knowledge, ou en français, l'école israélite de la connaissance universelle et pratique. Non seulement on démystifie les mensonges de l'Église romano-catholique, mais aussi on démystifie les mensonges en général que l'on nous a appris à l'école, selon l'indoctrination de notre oppresseur. Okay? Et ce ne sera pas nécessairement une longue classe aujourd'hui. Je vous laisse savoir que ça va juste être, vous pouvez même dire, entre guillemets, une introduction. Okay? Et au fur et à mesure, on va aller de plus en plus dans l'histoire, plus profondément dans l'histoire,
qu'on ne nous apprend pas dans l'école. Vous comprenez? Ou dans peu importe que ce soit l'école, l'université, le collège, dans toute institution scolaire, on ne vous apprend pas cette histoire. C'est pour ça qu'il est important d'assister aux classes du ISUPK. Okay? Si vous voulez faire partie de l'école, vous pouvez cliquer sur le lien de présence dans le chat de YouTube et Facebook. Nous sommes live sur ISPK Montréal, ISPK France et ISUPK Martinique sur YouTube et Facebook et ISUPK Montréal sur TikTok. Okay. Et avant qu'on commence à parler nécessairement de l'histoire de Montréal ou de l'histoire du Canada, on va remonter un peu plus loin dans le passé. Vous comprenez où cette histoire-là a commencé même en Europe et plus loin que l'Europe. Et pourquoi on va parler de cette histoire-là? Parce que cette histoire fait partie de notre histoire. On nous apprend que notre histoire commence seulement lorsqu'on a embarqué sur les négriers pendant l'esclavage, alors que notre histoire va même plus loin que cela. Notre histoire, ce qu'ils ne nous apprennent pas, c'est que notre histoire fait partie de l'histoire des Békés, dans le sens où on faisait partie de l'Empire romain, pareillement. On a fait partie de l'Empire gréco-romain. On a fait partie de plusieurs empires qui nous avaient en captivité. Et même après que l'Empire romain soit tombé, notre histoire ne s'est pas juste arrêtée au fait qu'on a été dans le continent africain, non. Ceux qui n'aiment pas dévoiler, c'est que l'histoire européenne, une majeure partie de l'histoire européenne, n'était pas... le continent européen n'était pas seulement gouverné que par les Békés, que par les Blancs. Le continent européen était gouverné par des personnes de couleur, entre autres nous-mêmes qui sont arrivés en esclavage. C'est ça qu'il ne veut pas vous dire. Et on va voir ça aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, on va parler de Guillaume le Conquérant, okay, qui était, excusez-moi, qui était ce que vous pouvez appeler un noir aujourd'hui. Okay. On le connaît sur William the Conqueror en anglais ou Guillaume le Conquérant, qui était un Normand. Et grâce ou à cause, peu importe comment vous voulez le dire, à cause de Guillaume le Conquérant, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses, beaucoup d'influences françaises ou normandes dans le royaume d'Angleterre, entre autres dans le vocabulaire ou même selon les établissements qui ont été érigés par Guillaume le Conquérant après la conquête normande. Encore une fois, cette classe ne sera pas longue, donc c'est juste une introduction. Okay, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les mettre dans le chat. Okay. C'est possible que, vu que c'est juste une introduction, on va vous apporter le plus de preuves archéologiques et historiques dans les prochaines classes. On va vous citer plus de sources dans les prochaines classes, telles que les livres, tels que les portraits, et ainsi de suite, en fait. Okay. Donc, premièrement, on va juste expliquer comment la conquête normande a, entre autres, façonné une partie de la culture anglaise aujourd'hui. Et on va commencer là. Okay? Et au fur et à mesure que vous allez voir dans les classes, ça se peut qu'on va aller plus loin dans le futur ou un peu plus loin dans le passé, dépendamment de ce qu'on doit expliquer en profondeur, en fait. Vous comprenez? Donc, premièrement, laissez-moi vous montrer comment la langue française a influencé la langue anglaise. OK. Des fois, je vais partager des articles sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez voir l'article que je partage, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube directement et revenir sur TikTok. Ou sinon, vous pouvez rester sur TikTok et je vais essayer de vous montrer. Mais je vais vous lire l'article quand même, OK? Juste un instant. Donc là, on parle de la littérature anglo-normande. Donnez-moi juste un instant. On parle de la langue anglo-normande en premier. Donc la langue anglo-normande ou l'anglo-normand, également connu sous le nom de français anglo-normand, était un dialecte du vieux normand utilisé en Angleterre et dans une moindre mesure dans d'autres endroits de Grande-Bretagne et d'Irlande à l'époque anglo-normande. Vous comprenez? Donc, déjà à la base, avant que l'Angleterre parle majoritairement anglais, il parlait l'anglo-normand. Pourquoi? À cause de l'influence que Guillaume le Conquérant a amenée
suite à la conquête normande de l'Angleterre, parce que très souvent, ils croient, ça fait partie des guerres ou des batailles dans lesquelles ils ont participé entre le royaume d'Angleterre et la royauté française ou normande. Vous comprenez? Selon certains linguistes, l'appellation de français insulaire serait plus appropriée car anglo-normand est constamment associé à la notion de langue mixte basée sur l'anglais et le normand. Selon certains, une langue aussi mixte n'a jamais existé. Donc, vous voyez, déjà, on vous montre déjà l'un des mensonges de nos oppresseurs, disant que l'anglo-normand n'a jamais existé. Alors, comment est-ce que l'anglo-normand n'aurait jamais pu exister si Guillaume le Conquérant, qui était un Normand, n'aurait pas envahi l'Angleterre? Et pourquoi ils disent une langue mixte? Parce que beaucoup d'entre eux se mariaient entre eux. Donc, après la conquête normande, il y a plusieurs Normands qui marient les Anglo-Saxons et vice-versa, en fait. Et si, par exemple, vous mariez un Anglo-Saxon, si une Normande marie un Anglo-Saxon et qu'elle aimait certains mots, elle allait utiliser certains mots de la langue de son mari, et vice-versa. Si un homme normand mariait une Anglo-Saxonne, comprenez, il allait utiliser peut-être des mots anglo-saxons, et sa femme et sa compagne normande, et sa compagne anglo-saxonne, allaient utiliser des mots français. Comprenez? Continuons à lire un peu plus. Bien que d'autres sources indiquent qu'une telle langue existait, qu'il s'agissait d'une langue issue du français normand initialement établi en Angleterre après la conquête, comme ce que je viens de vous dire. Et d'où viennent ces origines-là? Encore une fois, lorsque Guillaume le Conquérant mena la conquête normande de l'Angleterre en 1066, lui, ses nobles et nombre de ses partisans de Normandie, mais aussi ceux du nord et de l'ouest de la France, parlaient une gamme de langues douales, variété nordique du vieux français. Vous comprenez? Donc, parmi ce qu'on appelle l'ancien français, il y aura des variétés nordiques, tout comme chez les anglophones, ils parlaient à la base, ils avaient un amalgame de langues germaniques. Vous comprenez? Et au fur et à mesure de se mélanger entre eux, vous avez ce qu'on a aujourd'hui l'anglais moderne, ainsi de suite. Cet amalgame s'est développé pour donner naissance au dialecte insulaire unique, maintenant connu sous le nom de français anglo-normand, qui est couramment utilisé à des fins littéraires et finalement administratives du 11e au 14e siècle. Il est difficile de savoir de grandes choses sur ce qui était réellement parlé, car ce que l'on sait du dialecte se limite à ce qui était écrit, mais il est clair que l'anglo-normand était dans une large mesure la langue parlée des couches sociales supérieures du pays, de l'Angleterre médiévale. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout le monde qui parlait l'anglo-normand en Angleterre. Non, c'était vraiment plutôt la royauté. Vous allez voir la royauté, que ce soit les cours municipales, les institutions universitaires, par exemple, okay? Ou encore les nobles, ou ce que vous pouvez considérer comme la bourgeoisie. Vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde qui parlait couramment l'anglo-normand. Et au fur et à mesure, c'est devenu l'anglais. Là, comme je viens de vous dire, on en parlait dans les tribunaux, les écoles, les universités, en temps voulu, dans au moins certaines sections de la noblesse et de la bourgeoisie grandissante. Encore une fois, ce n'est pas votre homme de tous les jours, ce n'est pas la personne de tous les jours qui vous allez voir qui parlait anglo-normand. Okay? Et on va commencer par là, et après on va voir pourquoi est-ce qu'on parle de l'anglo-normand nécessairement. Et comme je vous disais, ces peuples-là, comme je vous disais au début de la classe, ces peuples-là étaient des peuples de couleur, des peuples noirs à la base. C'est ça qu'ils ne vous disent pas, par exemple. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que ce ne sont pas des peuples noirs? C'est à cause de la Renaissance. La Renaissance est quand les Blancs qui étaient dans le territoire européen se sont relevés et ont commencé à prendre pouvoir. Et après avoir pris pouvoir, vous allez voir que c'est même biblique, après avoir pris pouvoir, ils ont refaçonné tous les portraits, ils ont repeint et refaçonné tous les portraits de la royauté et du peuple qui était au pouvoir à l'époque en Europe. On va voir ça après. OK? Donc, continuons un peu plus.
Bien que l'anglo-normand et l'anglo-français aient finalement été éclipsés par l'anglais moderne, ils ont été suffisamment largement utilisés pour influencer le vocabulaire anglais de façon permanente. C'est pourquoi aujourd'hui, vous trouvez plusieurs mots, plusieurs connotations françaises dans la langue anglaise. On va voir ça tout de suite, par exemple. Allons avec ça. Par exemple, allowance. Allowance vient du mot français allouance, qui veut dire paiement. Apostrophe, qui vient du français apostrophe. Vous comprenez? Baguette, qui vient du français baguette, clairement. Champagne vient de champagne. Déjà vu vient du déjà vu, ou quelque chose qui a été vu dans le passé. OK? Detour vient de détour ou détourner. Juste, entre autres, plusieurs exemples comme ça qui vous montrent que la langue française a influencé l'anglais moderne d'aujourd'hui. Même insult. Insult vient du mot insulte ou insulter. Vous comprenez? Entre autres, parmi d'autres termes. Laissez-moi juste fermer cet article. Donc, on va continuer là. Ainsi, de nombreux mots germaniques originaux, dont on trouve encore des apparentés en nordique, en allemand et en néerlandais, ont été perdus ou, comme cela arrive plus souvent, existent aux côtés de synonymes d'origine française anglo-normande. C'est pourquoi vous allez trouver beaucoup de mots qui ont des synonymes. Pourquoi? Parce qu'entre autres, il y a beaucoup de mots qui ont soit été perdus ou qu'on utilise moins souvent et qui ont été, entre autres, en guillemets, remplacés par des connotations françaises. Par exemple, en anglais, il y a le mot swine, swine qui réfère au cochon, et il y a le mot pork. Pork, ça vient du mot porc. Vous comprenez? Ou par exemple, beef. Beef vient de bœuf. Ou même mutton. Mutton vient de mouton. Alors qu'en anglais, normalement, il dirait sheep. Il dirait cow. Il dirait pig ou swine. Mais à cause de l'influence normande, plusieurs mots ont été utilisés. Par exemple, pork, comme je viens de vous dire. Pork, qui est porc. Beef, qui est bœuf. Et mutton, qui est mouton. Vous comprenez? On va voir ce qu'on peut prendre encore plus. Bien qu'il soit régulièrement utilisé à la cour royale, l'anglo-français n'était pas la principale langue administrative de l'Angleterre. Le latin était la principale langue d'enregistrement des documents juridiques et autres documents officiels pendant la majeure partie de l'époque médiévale. Alors que même si c'était l'anglo-normand qui dominait et qui était parlé, pas nécessairement dominé, mais parlé régulièrement dans la cour royale anglaise, c'était quand même tout de même le latin qui était la langue sur le document juridique officiel. Alors, pour ceux qui ne savent pas pourquoi le latin était toujours la langue juridique officielle, car dans le passé, et on va voir ça dans plusieurs classes à venir, dans le passé, ces territoires-là étaient occupés par l'Empire romain. Laissez-moi voir si sur YouTube, je peux vous montrer une carte de l'ancien Empire romain. Juste un instant. Si vous avez des questions ou des commentaires, mettez-les dans le chat, bien sûr. Parfait. Voilà une carte de l'Empire romain. On va voir si je peux partager cette image. Donc, voilà une carte de l'Empire romain. OK? Et comme vous pouvez voir, l'Empire romain avait, entre autres, une partie de ce qui est le Royaume-Uni aujourd'hui et une grande majorité de l'Europe de l'Ouest, incluant aussi, ce qui inclut aussi l'Afrique du Nord. Mais voilà une partie de l'Empire romain. Ceux qui veulent voir ce que je montre, vous allez sur notre page YouTube ou Facebook. ISPK Montréal, France et Martinique. Okay, mais voilà une partie de l'Empire romain. Donc, voilà pourquoi encore le latin était sur les documents officiels de la cour et ainsi de suite, en fait, sur les documents juridiques. Et juste une parenthèse comme ça, vous vous demandez peut-être
comment ces peuples noirs ont réussi à arriver d'Europe et ainsi de suite? C'est simple. Nous étions ce que vous pouvez dire un restant. Nous étions un restant de l'Empire romain qui a passé par là. Quand je dis restant, c'est que nous faisions partie de l'Empire romain, nous étions en captivité, nous étions même, comme aujourd'hui, vous avez beaucoup de soi-disant négro-latino-amérindiens dans les armées américaines, dans les armées françaises, dans les armées anglaises, peu importe. Nous étions dans l'armée romaine pareillement, tout comme Cornelius dans la Bible. Okay? Et beaucoup d'entre nous étaient, à part en tant que généraux ou soldats, nous étions aussi des mercenaires. En tant que mercenaires, on voyageait beaucoup et plusieurs d'entre eux ne sont jamais retournés à la base, au quartier général ou dans l'Empire romain. Ils sont demeurés dans plusieurs terres qu'ils essayaient de conquérir au nom de l'Empire romain. Entre autres, la Scandinavie, par exemple. Et à partir de là, beaucoup d'entre nous sont arrivés en France, en Angleterre, et ainsi de suite, par la Scandinavie, par la voie de la Scandinavie. Vous comprenez? C'est comme ça que nous sommes arrivés. Et c'est comme ça que nous avons pu conquérir l'Europe pendant un temps, temporairement, jusqu'à ce que les Blancs se remettent au pouvoir. Et peut-être que vous allez vous demander où étaient passés les Blancs dans ce temps-là. Eh bien, il y avait aussi un restant de l'Empire romain blanc qui était en Europe. Les Blancs, ça veut dire qu'ils étaient en esclavage eux aussi. Oui, ils sont passés par l'esclavage, entre autres aux mains des négros qui ont réussi à conquérir l'Europe, temporairement bien sûr. Et ça n'a rien à voir avec l'esclavage sur lequel nous avons subi après les années 1492. Mais bon, continuons. OK. On va juste reprendre l'article. Voilà pourquoi le latin est encore utilisé en langue d'enregistrement des documents juridiques. Et ainsi de suite. On va voir est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut rajouter sur ça pour vous. Donc, ça va suffire pour ça. OK, maintenant, on va aller à William the Conqueror ou, comme appelé aussi en français, Guillaume le Conquérant. Donnez-moi un instant. Laissez-moi partager l'article. Donc, on va aller tout de suite à la bataille d'Hastings. La bataille d'Hastings était la bataille qui a déterminé la prise de pouvoir des Normands en Angleterre. OK? Et vous allez voir que... Donnez-moi un instant. William Si je ne me trompe pas, laissez-moi juste vérifier, et on va même clarifier ça à la prochaine classe, si je ne me trompe pas. Guillaume le Conquérant était lié à Édouard, qui s'appelait aussi Édouard le Prince Noir. Pourquoi il s'appelait le Prince Noir? Beaucoup d'entre eux peuvent dire parce qu'il avait une armure noire, sans savoir que son fils, Richard le Second, okay, qui avait l'effigie la plus ancienne, le portrait le plus ancien qu'on ait d'Europe, dans la royauté européenne, était montré comme noir, avait des cheveux crépus et était montré comme un homme de couleur. Donc, si ces personnes-là n'étaient pas des personnes de couleur, comment est-ce que vous pouvez avoir des personnes de couleur dans la royauté? Vous comprenez? Comme je vous l'ai dit encore, au fur et à mesure qu'on va plus loin dans ces classes, on y va en profondeur, on va vous montrer toute preuve archéologique et toute preuve historique à ce temps-là, pendant l'Europe médiévale, l'Europe était majoritairement dominée par des personnes de couleur, qui étaient des Israélites restants de l'Empire romain. Notre histoire va encore plus loin, vous comprenez, mais on va commencer par là. Donc, retournons à la bataille d'Hastings. Laissez-moi voir si je partage bien mon écran. OK. La bataille d'Hastings s'est déroulée le 14 octobre en 1066 entre l'armée normande française de Guillaume, duc de Normandie, aussi appelé comme Guillaume le Conquérant, et une armée anglaise dirigée par le roi anglo-saxon Harold Godwinson.
Encore une fois, pourquoi vous avez la langue qui s'appelle l'anglo-normand? Parce que ces langues-là ont été mélangées entre elles, ce qui a donné plus tard naissance à l'anglais moderne. En même temps, c'est à vous de vous demander une chose. Si ces langues-là, qui ont été même créées, vous comprenez, par des personnes de couleur, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est facile de dire oui, mais le français vient du latin, ainsi de suite, ça vient des Romains. Mais il y a plusieurs connotations et même figures, plusieurs façons d'écrire des mots par rapport à l'orthographe, la grammaire, et ainsi de suite, qui ne viennent pas du latin directement. Peut-être certains mots ont des origines latines, oui, mais le normand qui était parlé, pareillement à l'anglo-saxon qui était parlé, nous sommes à l'origine de ces langues-là. Vous comprenez? Ces langues-là, vraiment, même si aujourd'hui on va leur dire que ce sont des langues des Blancs, parce que c'est eux qui parlent ces langues majoritairement et qui ont forcé un certain peuple à parler ces langues-là, ne sont pas d'origine caucasienne à la base. Ils sont d'origine noire, car nous avons inventé, nous avons même construit ce langage, l'anglo-saxon, l'anglo-normand, le normand. Nous avons construit ces langages d'aujourd'hui que nous parlons aujourd'hui. Vous comprenez? Et suite à avoir pris le pouvoir, suite à avoir pris le pouvoir pendant la Renaissance, pendant le Moyen-Âge et le reste de la Renaissance, ces Blancs-là que vous avez aujourd'hui, que ce soit la famille de la Couronne, que ce soit les Néerlandais, que ce soit les Espagnols, les Français d'aujourd'hui, ce sont juste, même les Italiens pareillement, ils se sont juste appropriés le territoire ainsi que la culture, car vraiment les Caucasiens n'ont aucune culture. Ça, je vais vous le montrer tout de suite. Ok, donnez-moi juste un instant. Et même eux le savent très bien, ils connaissent leur histoire. Donnez-moi juste un instant. On va aller dans le livre de la Genèse, chapitre 4. On va aller même avant la Genèse, chapitre 4, on va même commencer à Jean, juste par question de contexte. OK. On va être dans Jean, chapitre 8, verset 44. Pour que vous compreniez bien de quoi on parle, d'accord? Montrer qu'ils ont juste usurpé non seulement le territoire sur lequel ils sont aujourd'hui, mais qu'ils se sont aussi appropriés la culture. Dans Jean, chapitre 8, verset 44. Donc ça, c'est écrit en rouge parce que c'est Christ qui parle, qui s'adressait aux pharisiens, qui prenaient exemple sur les Romains dans ce temps-là. Vous comprenez? Donc ça lit, vous avez pour père le diable et vous accomplirez les convoitises de votre père. Donc pourquoi ça dit vous avez pour père le diable et qu'ils accompliraient les convoitises? Quoi les convoitises? C'est le désir. Donc les pharisiens, tout comme Martin Luther King aurait pu être un pharisien de son temps, vous comprenez? Prenez exemple sur les Romains, qui sont le diable dont parle la Bible, la race caucasienne, et accomplissez les convoitises, qui sont les désirs. Ils faisaient ce que les Romains leur disaient de faire. C'est ça que ça veut dire. Donc, on continue à lire, ça dit, il était un meurtrier dès le début, il ne demeurait pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Donc, de qui est-ce que ça parle? Comment est-ce que les Romains ont pu être des meurtriers depuis le début? Qui était un meurtrier depuis le début? Vous comprenez? Celui qui était un meurtrier depuis le début, c'est Caïn. Comme dans l'histoire de la Genèse, Caïn et Abel. Caïn était un meurtrier depuis le début. Et spirituellement, les Caucasiens descendent de Caïn spirituellement. La seule chose qu'ils peuvent faire, la seule chose qui leur appartienne est le don ou l'art de prendre des vies, de commettre un génocide. C'est la seule chose qui est véritablement eux, qui leur appartiennent vraiment. Rien d'autre. Vous comprenez?
pouvez même voir ça au travers de l'histoire des civilisations dont ils en ont fait partie. Ils n'ont rien fait à part commis des génocides et ôter la vie à grand nombre de personnes. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous montrer le meurtrier depuis le début, que ce meurtrier-là, Caïn, est un vagabond, qui veut dire qu'il n'y a rien qui lui appartient, il n'a aucune terre qui lui appartient à la base, aucune culture qui lui appartient, à part la culture d'ôter des vies. Genèse, chapitre 4, on va commencer, on va aller au verset 14 directement. Voici, cela, on va aller au verset 13. Et Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment, on va aller directement au verset 13, juste un instant. Genèse chapitre 4, verset 13. Et Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est plus grand que je ne peux le supporter. Donc, déjà, Caïn, il ne pouvait pas supporter la punition que le Seigneur lui a donnée. Ok? Continuons à lire verset 14. Verset 14 lit, « Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de la surface de la terre, et je serai caché devant ta face. Et je serai un fugitif et un vagabond. Et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. » Ce qui veut dire quoi, un fugitif et un vagabond? Vraiment, ça parle que Caïn et sa descendance, tout comme les Caucasiens, spirituellement, descendent de Caïn, ils n'ont aucune terre qui leur appartienne. Ce sont des vagabonds. Ils n'ont aucun domicile. Il faut même les appeler les SDF de la Terre, les SDF de la planète. Ils n'ont aucun domicile fixe. Ils n'ont aucune origine nécessairement. Vous comprenez? Ils n'ont aucun territoire qui peut dire, voilà, nous, on vient de là. Voilà, telle est notre culture, et ainsi de suite. Non. Pourquoi ils s'appellent Caucasiens, vous pensez? C'est eux quand même qui sont venus avec ce terme-là. Les Caucasiens, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Les Caucasiens, ok, qui veut dire qu'ils descendent des montagnes du Caucase. C'est ça que ça veut dire. Les montagnes du Caucase sont, vous pouvez voir, ce sont des cavernes. Le terme caucasien veut vraiment dire homme des cavernes. C'est juste ça que ça veut dire. Ils savent même très bien pourquoi vous pensez qu'ils poussent la théorie que nous descendons tous, nous descendons des singes et que nous avons grandi dans des cavernes. Ça, c'est leur théorie pour justifier qu'ils descendent des cavernes et qu'ils étaient des sauvages. C'est juste ça. Pas qu'ils ont raison qu'ils descendent des singes, ça c'est faux. Mais ils n'ont aucune culture, donc ils doivent toujours s'inventer une culture, ils doivent toujours s'inventer une origine. C'est vraiment ça, c'est leur histoire. Falsifier leurs origines, c'est la seule chose qu'ils sont bons à faire, c'est falsifier leurs origines et commettre des génocides. C'est tout. Caucasien qui veut dire homme des cavernes ou troglodyte, okay? Parce qu'ils voilà d'où ils sont originaires, des cavernes. Même la Bible va leur dire que Édom, ou la descendance de Ésaü, okay, ils sont à l'origine, leur territoire est le mont Séir, ou la montagne Séir, et vous pouvez voir aujourd'hui que cette montagne-là, là où ça se trouve, ce sont des cavernes. Vous comprenez? Donc, pour revenir, pour ne pas trop s'écarter, pour ne pas trop s'écarter du sujet, on va revenir au fait que, à la base, le continent européen était, nous gouvernions le continent européen jusqu'à ce qu'ils reprennent le pouvoir. Et aujourd'hui, vous avez la couronne, vous avez Macron, vous avez la chancelière en Allemagne, alors que nous gouvernions ce territoire à la base. Et comme je vous dis, au fur et à mesure des classes d'histoire, on va voir pourquoi on a perdu le pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on a perdu le pouvoir et ainsi de suite. Ok, laissez-moi juste retourner dans l'article par rapport à Guillaume le Conquérant. Juste un instant. La bataille d'Hastings. Une fois, c'est les commentaires, des questions, mettez-les dans le chat sur TikTok, Facebook, YouTube. Vous comprenez?
Donc, retournons à la bataille de Hastings. La bataille d'Hastings, encore une fois, a eu lieu le 14 octobre 1066 entre Guillaume, duc de Normandie, et le roi anglo-saxon Harold Godwinson. Elle a eu lieu à environ 11 km du nord-ouest d'Hastings, à proximité de la ville actuelle de Battle, dans l'est de Sussex, et a été une victoire normande décisive. Encore une fois, la raison pour laquelle il y a beaucoup de connotations françaises dans la langue anglaise. Okay? Le contexte de la bataille était la mort du roi Édouard le Confesseur. Qui était Édouard le Confesseur? Pour ceux qui ne savent pas, Édouard le Confesseur était cousin de Guillaume, duc de Normandie. Leur lien de parenté était de... Laissez-moi juste voir vite fait pour vous. Le lien de parenté de Édouard le Confesseur et de Guillaume était la mère d'Édouard, qui était, quel est son nom encore? Emma de Normandie, qui était une Normande. Et Édouard, même s'il était un anglo-saxon, parce que son père était anglo-saxon, okay, il a grandi une partie de sa vie, même une majorité de sa vie, il a grandi en Normandie. Pourquoi? Parce qu'il a été exilé en Normandie. Ce qui arrive est que sa mère, qui avait marié un saxon, je vais vous donner les détails à la prochaine classe, elle a dû marier un autre homme en étant en Normandie. Et voilà comment ils sont devenus cousins. Vous comprenez? Mais Édouard, même s'il était roi de Normandie, étant le confesseur, sur lequel on va aussi beaucoup parler durant les prochaines classes, n'a pas eu d'enfant. Donc, il n'avait pas d'héritier. Et voilà pourquoi ils ont eu la bataille de Hastings, vraiment. OK? Parce que Guillaume lui-même était relié à Édouard. Donc, pour lui, il s'est dit, vous savez quoi, c'est moi qui vais prendre le pouvoir. C'est mon cousin. Moi, je prends le pouvoir. Il n'y a personne qui devrait hériter après Édouard s'il n'est pas lié par le sang, en fait. Ou s'il n'est pas de la même famille, même s'il n'était pas nécessairement lié par le sang, s'il n'était pas de la même famille. Donc, lui était cousin, il s'est dit, tu sais quoi, moi, je vais me mettre au pouvoir et je vais aller conquérir ce territoire et je serai au pouvoir de ce qui est aujourd'hui l'Angleterre. Donc, le contexte de la bataille était la mort du roi Édouard le Confesseur, sans enfant, en janvier 1066, qui déclencha une lutte pour la succession entre plusieurs prétendants à son trône. Harold fut couronné roi peu de temps après la mort d'Édouard, mais dut faire face aux invasions de Guillaume, de son propre frère Tostig et du roi norvégien Harald Hardrada, ou Harold le troisième de Norvège. Et Hardrada et Tostig bâtirent une armée d'Anglais rassemblée à la hâte à la bataille de Fulford le 20 septembre 1066 et furent à leur tour vaincus par Harold à la bataille de Stamford Bridge 5 jours plus tard. Donc, jusqu'à ce que Guillaume le Conquérant se mette devant Harold, il n'y avait aucune conquête jusqu'à date. Vous comprenez? C'est Guillaume le Conquérant qui a finalement conquéri le royaume d'Angleterre. Parce qu'il y avait le royaume d'Angleterre à la base. OK? On va descendre un peu. Le nombre exact de personnes est connu car même les estimations modernes varient considérablement. La composition des forces est plus claire. L'armée anglaise était composée presque entièrement d'infanterie et comptait peu d'archers. Ça, c'est une chose que Guillaume aussi a implanté, beaucoup d'archers. Vous comprenez? De la part des Normands. Okay, ça, c'est une des, pas nécessairement culture, mais une tactique qu'ils ont adoptée suite à la conquête de Guillaume. Vous comprenez? Allons voir si on ne peut pas en prendre plus. Juste un instant. Donnez-moi juste un instant. Donc, comme je vous expliquais, si on vous donner un peu plus d'histoire par rapport à ça, et on ne va pas faire une classe trop longue non plus, comme je vous dis. En 1911, le souverain carolingien Charles le Simple autorisa un groupe de Vikings à s'installer en Normandie sous la direction de leur chef Roland. Encore une fois, beaucoup vont dire que les Vikings, oui, ils viennent de Scandinavie, mais comme je vous ai expliqué, beaucoup d'entre nous, Israélites, qui étaient dans les légions et l'armée et les légions romaines, étaient aussi des mercenaires au nom des Romains
Et lorsqu'on traversait plusieurs territoires pour essayer de les conquérir au nom des Romains, au lieu de retourner chez les Romains, on s'installait là-bas. Tel qu'en Scandinavie, par exemple. Et à partir de la Scandinavie, nous sommes venus s'installer dans plusieurs territoires d'Europe, tels que la Normandie, qui est au nord de la France. Vous comprenez? Et le terme viking, pour ceux qui disent oui, mais les vikings sont des blancs sauvages, qui croyaient en Odin et tout. Viking, c'est pas une nation, pour ceux qui ne savent pas. Le terme viking, vous pouvez même utiliser ce terme comme pirate, c'est tout. C'est comme le terme comme pirate. Un pirate n'est pas une nation spécifique de personne. Un pirate, c'est vraiment même... Le terme viking, vous pouvez considérer ça comme pirate, mais le terme viking, entre autres, dans le temps, c'était un terme assez dérogatoire, en fait. Vous comprenez? Donc, ces gens-là qui sont arrivés de Scandinavie, sont arrivés en Normandie et ont pu s'installer là. OK? Et beaucoup d'entre eux croyaient en leur dieu païen et tout ça. On va voir ça encore ensemble. Leur installation s'est avérée réussie et ils se sont rapidement adaptés à la culture indigène, renonçant au paganisme, se convertissant au christianisme et se mariant avec la population locale. Donc, beaucoup d'entre eux qui sont venus par la Scandinavie ont abandonné leur croyance en Odin et sont juste convertis au christianisme du temps, car il y avait encore une influence romaine qui a apporté le christianisme dans ce territoire-là. Donc, au lieu de continuer à suivre Odin et leur faux dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont juste convertis au christianisme. OK? Au fil du temps, les frontières du duché se sont élargies vers l'ouest et en 1002, le roi Alfred II épousa Emma. Encore une fois, qui est Emma? Emma la Normande est la mère de Édouard le Confesseur. Vous comprenez? Donc, il épousa Emma, la sœur de Richard II, duc de Normandie. Et tous ces gens-là, encore une fois, ce sont des personnes de couleur. Et comme je vous disais, à la prochaine classe, on va vous amener toutes les images. On va vous amener les images de Richard II, pareillement, vous comprenez, qui était le fils d'Édouard, le prince noir, et ainsi de suite. Vous allez voir, ces classes d'histoire vont être vraiment importantes pour comprendre ce que les Blancs ont fait pour vous montrer que, comme on l'a lu plus tôt, ce sont les menteurs, ce sont les diables dont parle la Bible. Diables qui sont deceivers, qui vous déçoivent, qu'ils vous mentent. Car même la Bible vous explique que ils ont couvert le visage des juges, qui parlent de, pendant la Renaissance, ils ont blanchi tous les portraits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pensez que King James ou le roi Jacques était un roi blanc, alors que non, c'était l'un des derniers rois de couleur d'Europe. Vous pensez qu'aujourd'hui, parmi d'autres, il y en a beaucoup. Par exemple, vous avez une liste juste là. Shakespeare, par exemple. Shakespeare était un noir. King James. Charlemagne était noir. Qui d'autre? Celle qu'on appelle Bloody Mary, qui était Marie la première reine d'Angleterre. Elle aussi était noire. Vous comprenez? Elle était même décrite comme swarthy. Swarthy, la traduction française, c'est basanée. Basanée qui veut dire qu'elle avait la peau noire. Vous comprenez, c'est aussi simple que ça. On va peut pas prendre un peu plus. Donc, le fils de Alfred et Emma, qui est Édouard le Confesseur, passa de nombreuses années en exil en Normandie et accéda au trône d'Angleterre en 1042. Encore une fois, voilà même pourquoi vous allez voir, même quand on va aller dans l'histoire d'Édouard le Confesseur, beaucoup de sa culture, de ses coutumes, étaient des coutumes qu'on peut dire comme françaises ou normandes parce qu'il a grandi majoritairement en Normandie avant d'accéder au trône d'Angleterre en 1042. Vous comprenez? Et qu'est-ce que vous allez réaliser? Beaucoup de choses que beaucoup de ces monarques, vous comprenez, ces rois et ces reines, sont reliés par le sang. Ils sont vraiment d'une même famille. C'est juste qu'au fil des années, lorsqu'il c'était le temps de succéder au trône, il y avait beaucoup de conflits interfamiliaux dans lesquels tout le monde voulait le pouvoir à la fin de la journée. Tout le monde voulait le pouvoir et ça vous montre même à quel point c'est spirituel que nous étions ce peuple-là pareillement, parce que lorsque
lorsqu'il est temps dans une famille noire, pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'il est temps de partager une terre, on a toujours un conflit familial. Que ce soit savoir qui va avoir la maison, qui va avoir la terre, ainsi de suite. Ce qui se passait exactement pendant ce temps-là. Ce qui vous démontre encore que même à ça, nous étions le peuple qui est en train de gouverner l'Europe dans ce temps. Vous comprenez? Donc, Édouard, qui était sans enfant et en conflit avec le redoutable Godwin, comte de Wessex, et ses fils, il a peut-être également encouragé les ambitions du duc Guillaume de Normandie pour le trône anglais. Donc, Édouard, il n'a pas eu d'héritier. Okay? Et comme je vous ai dit, il était relié à Guillaume par Emma la Normande. Il a même passé beaucoup de ses années en Normandie. Et selon ça, c'est ça qui amène à penser que ça a encouragé les ambitions du duc Guillaume de Normandie, qui était le cousin d'Édouard, à prendre le trône anglais. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'était pas relié à Édouard, qui n'avait rien à voir avec Édouard, allait aller au pouvoir? Pour Guillaume, c'était un non. Vous comprenez? Laissez-moi voir sur quoi on peut amener de plus. Et avec ça, on va laisser la classe là. On va vous donner on va vous apporter plus de preuves archéologiques et historiques. Entre autres, le fait que beaucoup d'établissements, par exemple le Parlement, certains châteaux, la Tour de Londres, ont été construits par les Normands sous les ordres de Guillaume, le duc de Normandie. Guillaume le Conquérant. Vous comprenez? Donc, comme on dit, cette classe va être courte. C'est juste une introduction de nos classes d'histoire que l'on va avoir chaque lundi, espérons-le, 5 heures de l'après-midi, à partir de 5 heures de l'après-midi jusqu'à 7 heures. Okay? On aura ces classes chaque semaine à partir d'aujourd'hui. Vous comprenez? On a commencé avec l'histoire de Guillaume le Conquérant. La semaine prochaine, on va faire une partie 2 de Guillaume le Conquérant et on va en même temps rentrer un peu plus profondément dans l'histoire de Édouard le Confesseur, qui était son cousin. Et on va même vous démontrer que ces gens étaient des personnes de couleur et que nous étions au pouvoir en Europe avant la Renaissance, pendant le Moyen-Âge, jusqu'à ce que les Blancs se sont remis au pouvoir et sont encore au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. On va voir la vraie histoire. Comprenez, laisse-moi juste prendre ce verset pour vous. Dans la Bible, c'est Job, chapitre 9, verset 24, qui dit « La terre est livrée entre les mains des méchants. Il en couvre le visage de ses juges. Sinon, où et qui est-il » Ça parle exactement des béquets. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ont fait les béquets? Qu'est-ce qu'ont fait les oppresseurs? Aujourd'hui, vous pensez que le roi Charlemagne était un blanc. Vous pensez que Constantine était blanc. Vous pensez que Shakespeare était blanc. Mais tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a blanchi le visage non seulement des juges tels que Christ, mais il a blanchi le visage de la royauté et de toute personne qui avait, entre guillemets, un certain niveau d'importance. Vous comprenez? Selon l'histoire. C'est tout. Et on va voir ça plus en profondeur la semaine prochaine. Comme je vous dis, on va continuer à en faire une partie 2 de l'histoire de Guillaume le Conquérant ou William the Conqueror. On va faire une partie 2 et on va rentrer aussi dans l'histoire de Édouard le Confesseur parce que toutes ces histoires-là, l'histoire des Anglais ainsi que l'histoire des Français, même des Espagnols, en fait, on va voir que toute cette histoire, toutes ces familles sont interconnectées parce qu'elles se mariaient entre elles, elles faisaient des alliances avec les Espagnols, ainsi de suite avec les Français. Et vous allez voir que tout est connecté ensemble. OK? Et c'est ça. Donc, on va finir la classe là. Si vous avez des questions, amenez vos questions la semaine prochaine. OK? Je suis officier de 500 Barakiala avec le ISPK. Et on va être live sur nos plateformes en français à partir d'aujourd'hui. Sur ISPK Montréal, ISPK France, ISPK Martinique, sur Facebook et YouTube. Sur TikTok, on va être live sur ISPK Montréal. Si Dieu veut, on sera bientôt live sur ISPK France. Juste continuer à suivre la page jusqu'à ce qu'on atteigne 1000 abonnés. Vous comprenez? Demain, nous avons la classe de fraternité enseignée par moi-même,
officier de 500 Barakiala. Mercredi, on a la classe de loi enseignée par officier de 1000 Adayar. Et jeudi, on a la classe où on vous explique le contexte des écrits bibliques. Comprenez? On va sûrement être live sur ISPK Toronto. Et si Dieu veut, on sera live, notre propre classe en français seulement sur ISUPK Montréal. Et ainsi de suite. Avec ça, je vous dis shalom à tous nos frères. Yahweh Ba'ashem Yashai Brakatham. À tous nos sœurs, je dis shalom. Yahweh Shemar Atham Ba'ashem Yahushai.